Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans ce débrief hebdo. Alors, quelques petits changements. Vous voyez derrière moi le décor d'ailleurs qui est plutôt bien fait, je trouve. Je publie également ce débrief hebdo, non pas dimanche et samedi, tout simplement pour changer un petit peu les habitudes et secouer tout ça. Et troisième chose, je vous ai dit et je commence à travailler là-dessus, notamment grâce à ce nouveau setup, de pouvoir vous partager plus de vidéos dans la semaine sur des sujets chauds, peut-être même d'ailleurs des questions que vous me posez en commentaire et qui reviennent pour pouvoir réagir beaucoup plus rapidement. Donc voilà, c'est une petite période de transition qu'on va faire cet été pour la rentrée. Je vais tester, je suis bien évidemment ouvert à vos avis et à vos commentaires, donc surtout n'hésitez pas. Alors cette semaine, sur les marchés, on a fait à nouveau des nouveaux records historiques, que ce soit sur le SP500 et également sur le Nasdaq. Un peu plus compliqué, on va le voir en Europe. On a eu un gros événement macro, notamment l'emploi aux États-Unis qui peut changer les choses d'un point de vue des anticipations de la Fed à propos des taux d'intérêt cette année et ces fameuses 3 baisses des taux anticipées par le marché. Trump qui arrive pas très loin de la date fatidique des 90 jours de pause de droits de douane qu'il a mis en place. On fait le point. D'un point de vue macro, on va parler également de quelques actions. Très rapidement, la partie crypto, parce que vous le savez que je le fais en milieu de semaine et j'ai déjà fait un gros point là-dessus. Stratégie et également l'instant promo, vous allez voir, qui peut vous intéresser si vous voulez rejoindre IVT. Faut pas le louper parce qu'il y a une date limite. Alors déjà, on va commencer par la partie macro. On a concernant les publications de l'emploi mensuel aux États-Unis, les fameux NFP qui sont ressortis meilleurs qu'attendus. Alors, la veille, c'est-à-dire mercredi, on a eu, puisque vendredi, les marchés américains étaient fermés pour cause d'Independence Day, on avait eu l'ADP, l'enquête ADP qui a fait état de destruction de postes, 33 000 destructions de postes contre 100 000 quasiment de création attendue. Donc ça a provoqué déjà plutôt une petite impulsion haussière puisque les bad news sont des good news, tout simplement parce que le marché estime que s'il y a des mauvaises nouvelles d'un point de vue économique, la Fed peut faire ses 3 baisses des taux cette année. Et le lendemain, donc le jeudi, on a eu les NFP et les créations d'emplois étaient largement meilleures qu'attendues. On a eu 147 000 créations d'emplois, 4,1% de chômage contre 4,3% attendu. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle. Sauf que ça voudrait dire que, bonne nouvelle, ça veut dire que la Fed n'a pas les cartouches forcément pour baisser ses taux d'intérêt rapidement. En tout cas, au mois de juillet, on va le voir juste après, le marché n'anticipe pas de baisse des taux. Mais dans le même temps, on a eu quand même des chiffres alors qui ne sont pas forcément liés à l'inflation, mais plutôt l'évolution des salaires moyens, plus 0,3% attendu, finalement 0,2% de hausse de salaire, ce qui veut dire moins d'inflation, donc la Fed peut quand même baisser ses taux. Donc c'était un petit peu contrasté, mais c'est vrai que aujourd'hui, on n'attend plus d'ici la fin de l'année non plus 3 baisses des taux, vous le voyez ici, puisque les taux d'intérêt sont à 4,5% aujourd'hui aux États-Unis, on a eu 2 baisses des taux l'année dernière, et aujourd'hui on attend 4%, donc 2 baisses des taux d'ici la fin de l'année et non plus 3, comme ce qui était attendu avant la publication de ce chiffre. Donc du coup, et comme je l'ai dit donc dans cette vidéo de vendredi sur la Fed, je vous invite à la regarder après celle-ci si ça vous intéresse de rentrer un petit peu plus dans les détails, ça veut dire que Jérôme Powell est un peu bloqué, même si Donald Trump lui met la pression pour baisser ses taux d'intérêt. Aujourd'hui, Jérôme Powell, clairement, n'a pas les cartouches pour pouvoir baisser ses taux d'intérêt puisque l'économie américaine va bien. Donc on est rentré dans un jeu peut-être politique, dans un débat plus, dans une décision, dans une stratégie plus politique que technique. Mais en tout cas, aujourd'hui, le marché n'anticipe plus que 2 baisses des taux. Donc peut-être que ça peut effectivement empêcher, notamment les marchés américains, d'aller bien plus haut. Aujourd'hui, on voit déjà qu'en Europe, c'est un peu plus compliqué. Alors on va regarder tout de suite les graphiques, notamment le SP500, des nouveaux records historiques. On a des polarités qui sont positives. Ces points de repère que je me fixe au quotidien pour avoir cette fameuse casquette et cette ligne directrice au quotidien, que ce soit sur le SP500, c'est largement positif, on est en mode casquette verte, tant qu'on est au-dessus des 6160 points. Alors ça sera le niveau à suivre d'ailleurs pour la semaine prochaine, puisque alors la semaine prochaine, on n'attend pas beaucoup d'ailleurs de chiffres macroéconomiques, mais en tout cas, cette zone-là, 6160, si on commence à passer là en dessous,
ça voudrait dire qu'on a un petit signal de faiblesse sur les marchés américains, en l'occurrence sur l'ESP. On a un petit peu plus de place sur le Dow Jones qui n'a pas fait des nouveaux records historiques cette semaine, mais qui n'en est quand même pas très loin. On est à même pas un petit % de ces records historiques, qui a toujours un petit peu de retard. D'ailleurs, Rodolphe, cette semaine, l'a très très bien travaillé sur IVT, a été focus vraiment là-dessus, contrairement aux indices européens qui ont eu beaucoup plus de mal. TP2 sur le Dow Jones où il a charbonné vraiment à l'achat l'indice Dow Jones puisqu'il était beaucoup plus fort notamment que le DAX. Le DAX, vous voyez finalement sur la semaine en termes de variation, si on regarde sur la semaine on est à moins 1%. Alors que par exemple sur le Dow Jones, sur la semaine, on est à plus 2,5%. Donc on a toujours effectivement cette tendance plutôt haussière sur beaucoup plus positive et de force sur les indices américains qu'européens. Et aujourd'hui, c'est aussi rassuré peut-être par notamment des accords qui sont conclus à droite et à gauche, notamment avec le Vietnam par exemple, un deal avec seulement, entre guillemets, 20% de surtaxe douanière vis-à-vis des importations notamment du Vietnam. La menace était plutôt 46%, donc ça le marché l'apprécie plutôt bien. On a également notamment des droits de douane où le Canada capitule face aux négociations de Trump sur le fait de mettre en place des taxes sur notamment les GAFA de l'ordre de 3%. Finalement, le Canada fait machine arrière. Donc globalement, on arrive, je vous rappelle que c'est le 9 juillet qu'on a la fin de cette pause des droits de douane mis en place par Trump. Il y a des négociations qui sont en cours, mais ça promet quand même d'être chaud la semaine prochaine à l'approche de cette date fatidique du 9 juillet, 10 juillet. Donc à suivre d'ici là. Déjà, Trump a dit qu'il n'allait pas prolonger cette pause sur des droits de douane. Donc soit il y a négociation, soit il n'y en a pas, mais ça peut provoquer du coup la semaine prochaine beaucoup de volatilité. D'ailleurs, la semaine prochaine, et on fait tout de suite tant qu'à faire le planning de la semaine prochaine, vous voyez qu'en termes de chiffres, c'est quand même assez léger, très très léger. Donc après ce NFP, aujourd'hui, ça va être plutôt la digestion de ces chiffres de l'emploi, plus que d'apprendre de nouvelles choses la semaine prochaine. Je crois que le calendrier a été fait exprès pour que Trump justement puisse être un petit peu dans le feu des projecteurs pour la semaine prochaine. En attendant, d'un point de vue macro, c'est à peu près finalement les choses sur lesquelles on tourne globalement. Sur l'aspect microéconomique, alors on a eu quelques news, on a notamment l'aspect toujours intelligence artificielle autour de Nvidia qui tient très très bien, qui a fait des nouveaux records historiques, donc là-dessus tout va bien. On a eu également alors un petit peu de mouvement, notamment sur Tesla, où on a eu des livraisons au deuxième trimestre qui ont été inférieures aux attentes. Donc tout le monde s'est empressé de dire ça y est, c'est la fin du game. Tesla, effectivement, c'était mardi, a perdu 5%. Le lendemain, c'est assez simple, elle les a repris. Voilà. Donc sur Tesla, moi vous le savez que j'ai toujours une stratégie moyen-long terme là-dessus, avec des achats toujours qui traînent entre 160 et 180 qui sont toujours en place. J'avais allégé 50% de mon expo, repris tout en bas ici autour des 220 et une autre ligne à 260 que j'ai réallégé à nouveau là-haut. J'attends tout simplement un décalage et vous voyez finalement si on se place sur des unités de temps assez courtes que les décalages, on n'en a pas tant que ça, sauf vraiment à travailler sur des très faibles variations. Aujourd'hui, globalement, ça se passe plutôt pas mal. Et si on regarde un petit peu le marché français, on avait parlé pas mal d'actions ensemble. Alors, j'ai pas encore parlé du CAC, mais je vais en parler juste après, notamment les valeurs bancaires qui tiennent très très bien, notamment BNP Paribas sur les 74, Société Générale, malgré le fait qu'il y ait une perquisition il n'y a pas si longtemps que ça, on voit que l'action n'a absolument pas bronché. On a l'impression qu'on est là dans une fin de cotation. Carrément, on arrive au bout, dans le sens où voilà, il y a très très peu de volatilité depuis maintenant 2 mois. C'est quand même assez exceptionnel. Mais on voit qu'on tient toujours la MM50 Daily, qu'on est toujours dans une phase de consolidation latérale. Et vous connaissez un petit peu mon adage, entre guillemets, que ces phases de conso ont plus de chances de déboucher dans une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse. Donc aujourd'hui, toujours positif effectivement sur les valeurs bancaires. Alors, on a d'un autre côté aussi, et ça on en avait parlé, notamment les grosses du secteur du luxe, qui avait été très convoité, j'ai envie de dire, ces dernières années, beaucoup moins 2024-2025, notamment LVMH qui a perdu 50% depuis ses plus hauts.
plus personne n'en parle, sauf que c'est peut-être justement plutôt quand on perd 50% qu'on a des timings d'entrée. Si on veut, alors faut croire au luxe, faut être, on va dire, plutôt sûr d'un point de vue fondamental. Clairement, ce sont des entreprises qui sont ultra solides, ultra robustes, il y a du cash, il y a de la croissance, etc. etc. Aujourd'hui, le luxe est peut-être un petit peu moins apprécié, notamment avec les échanges avec la Chine, etc. Mais on est toujours, si on est toujours positif d'un point de vue fondamental, c'est plutôt dans ces moments-là qu'il faut acheter, plutôt que tout en haut, un petit peu au pif. Et c'est la même chose qu'on a par exemple sur, on en avait parlé d'une autre, alors Kering, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a perdu quand même 80% depuis maintenant, alors j'allais dire depuis le début de l'année, mais non, c'est depuis 2021. On a perdu 80%, mais si on prend du recul, on revient sur les plus hauts ici de 2002, 2014, les plus bas de 2015, 2013. Et on arrive sur un niveau qui est quand même très important, sachant qu'il va y avoir un changement de stratégie d'ici la fin de l'année, avec l'arrivée de Luca De Meo qui va quitter Renault. Et ça pourrait apporter du positif. Vous avez vu, depuis qu'on en a parlé, finalement, on a eu une petite impulsion haussière ici sur Kering. Alors, c'est pas grand-chose par rapport au plus haut, mais en tout cas, depuis qu'on en a parlé, on a gagné quand même 15%. Alors, il y en a aussi une autre, moi que j'aime bien en termes de configuration, puis on va rester dans le secteur du luxe, parce que je le vaux bien. On a notamment Hermès, si on se met sur des unités en weekly, tendance toujours très haussière, on a perdu que entre guillemets 20%, mais ça prouve aussi sa force sur cette zone des 2200 euros. Donc pour le moment, tant que Hermès tient cette MM50 weekly, on est toujours dans une dynamique positive. Donc ça peut être aussi un timing intéressant si on s'intéresse au luxe et notamment aux valeurs qui sont les plus fortes. Dans un autre esprit, on a notamment Renault. Alors effectivement, un bon timing également sur cette zone basse. Tout simplement, on est dans un range depuis 2024, 54, 37 euros. On est au milieu. Et puis finalement, là, on arrive en bas sur les 38 euros. Donc, on est en termes de timing plutôt intéressant. Alors, c'est vrai qu'en termes d'immatriculation en France, c'est pas terrible. Les chiffres ne sont pas au beau fixe. On a eu effectivement ce gap baissier énorme qu'on a eu sur Renault le 16 juin avec cette annonce justement du départ de Luca De Meo. Mais finalement, peut-être que les mauvaises nouvelles sont pricées. Donc aujourd'hui, on a des timings intéressants sur beaucoup de valeurs, notamment en France. Après, si je regarde le CAC, pour prendre un petit peu de recul, on a cette zone des 76-76, je vous en avais parlé. Alors d'ailleurs, et je vais le faire en toute transparence, puisque c'est un peu l'objectif aussi, notamment sur les indices, et en l'occurrence sur le CAC, j'avais pris sur le CAC une vente sur le CAC, sur cette zone, un peu en dessous de cette zone des 76-76, où pour moi, ça me semblait relativement intéressant, puisque on était dans une stratégie de travailler à la vente les indices faibles et le CAC en fait partie. Alors aujourd'hui, on voit qu'on est en train de travailler les 7700 points, qu'on est toujours sur un indice qui est faible depuis un moment. Ça date pas d'hier, depuis maintenant, vous regardez, depuis 2023, ça fait 2 ans qu'on fait en haut, en bas, voilà, 8200. On l'avait payé ici, je l'avais payé ici sur les 6830. Le lendemain, on avait pris 10% avec la mise en place justement de cette pause tarifaire des droits de douane de Trump. Et depuis, j'avais pas fait grand chose. Alors bien m'en a pris, puisque finalement, si on regarde depuis 2 mois, ça monte un peu, ça baisse un peu. Il n'y a pas vraiment grand chose à faire. Il n'y a pas de flux qui dure plus de 2 jours. Donc c'est pas très très intéressant à le travailler. Donc c'est pour ça que j'avais pris qu'un tiers d'exposition à la vente sur le CAC, ce qui me permet tout simplement d'être relativement serein. Donc j'ai pris une petite perte sur le CAC, c'est pas bien grave, j'avais très bien travaillé ici à l'achat avant justement cette montée et dans le trou, puisque c'était ma zone d'achat, même 2024 d'ailleurs, 6830 si vous vous souvenez, si vous faites partie d'IVT, j'attendais 6830 pour pouvoir payer, je le travaillais à la vente là-haut jusqu'à 6830, on n'y est pas allé, j'étais sorti justement en bas, j'avais retravaillé à la vente pour viser les 6830, ça avait très bien marché, j'ai reverse, j'ai changé de stratégie et là, depuis 2 mois, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il ne faut pas chercher à vouloir forcément travailler ce qui fonctionne pas. Au contraire, il faut travailler plutôt ce qui fonctionne. Donc, cette semaine, en tout cas, sur IVT, au travers de Rodolphe, sur les indices, le Dow Jones a été particulièrement payant. Alors que si on regarde le DAX, ok, c'est toujours positif. Ok, on tient la MM50 daily, mais c'est pas très punchy. Sur la semaine, sur le DAX, encore une fois, on perd 1%, alors que sur les indices américains, ça se passe quand même beaucoup mieux. Donc voilà, sur les news, on va dire un petit peu rapidement sur les nouvelles d'un point de vue des entreprises. Alors après, il y a d'autres nouvelles. Il y a eu Oracle, par exemple, qui a eu un contrat cloud
de 30 milliards avec OpenAI, etc. On a Meta qui veut lever aussi 29 milliards pour construire des data centers spécialisés dans l'intelligence artificielle. Voilà, donc on a encore effectivement des news à la marge. On avait parlé dernièrement, si vous vous souvenez, notamment de Worldline hein, qui s'est fait complètement déchirer. Donc ça, faut faire vraiment attention à ce genre de choses, notamment des couteaux qui tombent, hein, ce qu'on appelle des couteaux qui tombent. C'est pas parce qu'une valeur a beaucoup baissé qu'il y a plus de chances que ça monte, hein, c'est bien l'inverse. Il vaut mieux travailler à l'achat les fortes. Et on en a parlé jeudi soir en live sur Twitch avec Rodolphe. Aujourd'hui, la visibilité est quand même relativement réduite. Donc, ce qui est vraiment important dans ce type de marché, c'est d'avoir une ligne directrice sur la semaine, mais pas plus long. On peut avoir des changements vraiment radicaux d'un jour à l'autre de la part de Trump, de la part des news de société. Il faut être sélectif, il faut faire du stock picking, il faut plutôt travailler sur des gros niveaux, plutôt des tendances qui sont très affirmées et profiter parfois, par exemple, comme on l'a vu de LVMH qui perd 50, comme on l'a vu peut-être de Kering qui perd 80, mais pas faire all-in, pas faire levier max en se disant c'est sûr qu'il va se passer ci ou se passer ça. Aujourd'hui, globalement sur le marché, je reste clairement en casquette verte sur l'ensemble des indices, notamment américains. Donc je vous donne quelques niveaux pour la semaine prochaine. 6170 sur on l'a vu, hein, 6160, 6170 sur le SP500. On a également sur le Dow Jones cette zone des 43 900. On peut arrondir éventuellement à 44 000 si on ne veut pas trop s'embêter, mais au moins vous avez les niveaux. Et puis sur le Nasdaq, tant qu'on est au-dessus des 22 300, on reste dans une dynamique qui est toujours positive. Donc clairement, il ne faut pas passer à l'encontre. Même si encore une fois, ces anticipations de la Fed qui sont abaissées en termes de taux d'intérêt, ça pourrait ralentir quand même la progression quelques jours, le temps d'y voir un peu plus clair concernant les droits de douane. C'est d'ailleurs ce qui a été dans le discours de Jérôme Powell lors de sa dernière intervention, où il a dit pour le moment, je ne sais pas, je vais attendre de voir quel sera l'impact des droits de douane sur le marché. Donc voilà, et puis on a, alors en indice faible, on a effectivement le CAC, on l'a vu, et puis on a quand même le Nikkei qui revient sur une énorme zone de résistance ici sur les 40 200. Alors, c'est vrai que quand on voit les indices US, on se dit que ça fait peur de vendre d'autres indices. Hein, mais encore une fois, vous voyez que les indices peuvent évoluer, je ne vais pas dire de manière complètement opposée, mais de manière complètement différente, déjà en termes de force, en termes de faiblesse. Et si on est peut-être plus à l'aise, plutôt que de vendre ceux qui sont les plus forts, au contraire, plutôt vendre les plus faibles, tout simplement parce qu'ils montent moins vite que les autres. Et quand les autres ne bougent pas, et les plus faibles baissent. Donc forcément, c'est beaucoup plus intéressant. Encore une fois, sur le CAC, moi, je ne vais pas payer ces niveaux-là, je ne vais pas payer un indice faible. Beaucoup m'ont fait des commentaires, notamment dans le dernier débrief ou sur mes stratégies sur le CAC, en disant bah non, ça va exploser, on va à 8000 ou 8800 ou je ne sais pas quoi. Non, aujourd'hui sur le CAC, je préfère me tromper effectivement sur une petite taille de position en étant à la vente plutôt que d'être persuadé que le CAC va rattraper ses copains. Alors qu'aujourd'hui, même si on a le secteur du luxe qui revient sur des gros niveaux, même si on a les bancaires qui tiennent bien, même si on a des Renault, etc., qui sont sur des gros niveaux, ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir des rebonds de 30, 40, 50% demain. Donc oui, dans une optique moyen-long terme, se dire « Ok, j'ai attendu un repli pour pouvoir payer, ça m'intéresse de prendre une position là », c'est mieux de le faire là qu'il y a 6 mois quand on était là-haut, 50% plus haut. On est bien d'accord. Donc voilà, c'est un peu la stratégie de décomposer justement ces entrées, notamment sur des actions. Mais aujourd'hui, clairement, sur l'indice, ce n'est pas celui à privilégier. On va faire aussi un petit tour notamment sur les cours du gold. Je vous avais parlé, vous vous souvenez, la semaine dernière, de ce point d'entrée que j'attendais entre 3240 et 3280. On l'a fait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur IVT? Eh bien, on l'a payé tout simplement. On a payé le gold tout simplement en début de semaine. Donc, cette zone des 3240, 3240, 3280 en début de semaine, ce qui a permis du coup de bénéficier plutôt d'un bon point d'entrée. On a fait au passage d'ailleurs un premier objectif, ce qui a permis de prendre un petit peu des bénéfices, ça fait pas de mal, sur les 3305, on est un petit peu au-dessus. Mon objectif c'est toujours 3400. Si vous voulez, je mets un petit peu des bandes de Bollinger, ça fait plaisir sur les graphiques. Vous voyez qu'elles sont complètement plates. C'est tout simplement écart-type par rapport à la moyenne mobile à 20 jours couplé à de la volatilité historique. Donc en gros, on est coincé pour le moment dans cette enveloppe. Donc, vous voyez que l'objectif, c'est ni plus ni moins
proche de la borne haute. Donc super point d'entrée sur le gold. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui en avaient profité, donc ça c'est plutôt cool. On a également les cours de l'argent, toujours très positifs. Vous voyez qu'on a ici une espèce de phase de consolidation latérale, plus de chances d'en sortir par le haut que l'inverse. Donc là aussi c'est plutôt pas mal. Les cours du pétrole, ils se sont calmés depuis le début du conflit en Iran et c'est aussi la raison pour laquelle finalement les indices restent toujours dans des dynamiques qui sont positives. L'euro-dollar, pas grand-chose à faire pour le moment que alors de travailler à l'achat si ça vous intéresse. Moi, ça ne m'intéresse pas trop sur ces niveaux-là puisque le dollar américain revient sur des niveaux quand même extrêmement bas. Depuis voilà, début 2022, on n'avait pas connu des niveaux aussi bas. On est quand même sur une grosse zone. Pour le moment, c'est pas défendu. On ne veut pas du dollar. Depuis le début de l'année, on ne veut pas du dollar. Mais on a eu aussi cette petite hausse logique, petit rebond technique sur le dollar américain, lié justement à non plus 3, mais 2 baisses des taux. Donc, moins souple sur le coût de l'argent, le dollar américain se renchérit. Bon, on voit que c'est quand même pas significatif non plus. On a toujours cette MM50, petit clin d'œil qui ne sert à rien, ici qui est en point de repère, tendance baissière, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc vous voyez que ça fonctionne quand même particulièrement bien. Donc voilà, globalement sur les marchés traditionnels, on se met quand même une petite alerte au cas où si voilà, il y a une reprise du conflit. Je vous avais parlé justement de cette zone, notamment des 70 $ sur le Brent. Si on repasse là au-dessus, ça peut être un petit peu plus inquiétant. Donc voilà, toujours continuer plutôt à travailler, mais vraiment tranquillement à la marge. Hein. Encore une fois, j'insiste pas sur le CAC, à la baisse et à la vente, les indices faibles, à la hausse et à l'achat sur les indices les plus forts. Même si on a un petit temps d'arrêt, on voit que le dollar américain ne monte pas tant que ça. Donc, ce n'est pas vraiment inquiétant aujourd'hui. On verra la semaine prochaine avec les droits de douane et de Trump, savoir ce qu'il en fait. Et sur les cryptos, donc j'ai fait un gros point. On fait une petite mise à jour très rapide sur Total 3. C'est cette grosse zone des 850 milliards de dollars à passer pour libérer vraiment un potentiel et passer à autre chose de cette dynamique qui est toujours baissière avec des plus hauts de plus en plus bas depuis le mois de mai. Donc aujourd'hui, on est toujours dans une pression qui est plutôt baissière, mais je préfère parce que ça a fonctionné en 2024, ça a fonctionné en 2025. Je continue à acheter en bas, à alléger un petit peu en haut et je garde en deuxième objectif un petit peu plus haut. C'est ce qu'on a fait dernièrement, vous vous souvenez, sur Solana, sur les 126, on a allégé déjà une partie. On a fait la même chose sur AVE qui se comporte très bien et qui fait partie de ces cryptos très fortes au-dessus des MM20 et MM50 weekly. 25%, on allège, on garde une autre partie pour viser un petit peu plus ambitieux. Et concernant les autres, alors d'autres fortes, on a par exemple BNB, on a par exemple Hyperliquid qui reste aussi très forte. Ce qui est important aujourd'hui sur le marché crypto, c'est de traverser cette zone des 850 milliards de dollars sur Total 3 pour les alts, bien évidemment, puisque ça exclut Bitcoin et Ether. Et si on regarde Bitcoin, on est toujours coincé dans un range sous 100 000. Attention, il faut vendre, ça va s'écrouler. Ah ben non, il faut plutôt faire l'inverse et être posé. Je vous invite véritablement à regarder cette vidéo parce que je pense que c'est peut-être l'une des plus importantes de ces derniers mois que j'ai faites sur les cryptos. De ne pas céder à la panique quand on est en bas, ça je le dis, je le répète, et c'est compliqué effectivement quand on est tout en bas de se dire bah moi je fais l'inverse, je paye. Aujourd'hui je fais l'inverse et je me dis au contraire, c'est pas là que je vais payer. Et même si j'ai payé un petit peu cette semaine, mais très rapidement je me suis ravisé parce que on passe pas justement cette zone-là et de pas être euphorique dès que le marché rebondit, même sur certains ALT de 20-25%. Aujourd'hui sur le Ether, on est pile poil au milieu de cette zone des 2004, 2800. Mais vous voyez que voilà, il y a un plafond de verre au-dessus de la tête. Et vu que le marché crypto, même Bitcoin et Ether, qui font partie quand même des cryptos les plus fortes, n'arrivent pas à suivre ces ATH qu'on a sur les marchés américains, et ben aujourd'hui, c'est compliqué sur les cryptos d'aller bien plus haut, alors qu'on pourra avoir peut-être une phase de, non pas d'essoufflement, parce que ça c'est assez négatif, mais plutôt de respiration après cette hausse fulgurante qu'on a eue sur les marchés américains. Donc voilà, messieurs, dames, pour ce débrief hebdo. J'espère en tout cas que le format vous plaît. Et puis oui, je voulais vous parler également de cet instant un peu promo, puisque sur IVT, on fait une offre de 25% pour ceux qui veulent tout simplement peut-être se lancer, peut-être apprendre, peut-être nous rejoindre sur IVT. 25% jusqu'au 13 juillet, voilà, sur des abonnements, que ce soit 6 mois, 12 mois, vous avez accès à énormément d'informations, que ce soit des dizaines d'heures de formation vidéo. Alors c'est important pour poser les bases, mais le plus important c'est véritablement d'être sur le marché, comme j'essaye de vous le partager en tout cas ici au quotidien. Vous avez de multiples informations et je pense que c'est important de prendre le temps
pendant cet été, entre juillet et août, pour être prêt pour la rentrée, de pouvoir le faire, parce que sinon vous allez avoir tellement débordé d'informations et vouloir cliquer partout que finalement, à essayer de courir tous les lièvres, on n'en attrape aucun, et c'est un peu dommage. Vous avez tout, l'accès au live, des news macro, etc. Et aussi, bien évidemment, le suivi de ma gestion active sur les cryptos, des PDF. D'ailleurs, semaine prochaine, je vais remettre en place justement le carnet de bord et l'actualiser sur les marchés traditionnels.